Le Covid organique ou CVO en gélule, c'est la nouvelle présentation du remède à base de plantes produit depuis des mois par le Madagascar pour lutter contre le coronavirus. Après la tisane largement distribuée sur l'île et également envoyée dans plusieurs pays, essentiellement africains, les autorités ont lancé vendredi la version gélule de cette potion à base de plantes. Selon les statistiques officielles du gouvernement, 7 millions de personnes ont testé la tisane Covid organique à Madagascar, mais à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé son efficacité. L'OMS avait d'ailleurs mis en garde contre toute tentation de promouvoir sans texte scientifique la potion vantée par le président. L'usine située près de la capitale Antananarivo peut produire jusqu'à 32 000 gélules par jour et détient déjà un stock de 275 millions. Le discours de tout à l'heure, c'est que nous avons distribué 7 millions de doses, ce qui a limité largement la propagation du virus. Et comme vous pouvez constater aujourd'hui, Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. Et aujourd'hui, on a pu constater que l'artisanat seul guérit le coronavirus. Donc ça a été mélangé avec d'autres médicaments, de la vitamine C à forte dose, qui n'a pas marché, mais l'artisanat seul, ça guérit à plus de 70 à 80% des malades atteints du Covid-19. Pour le syndicat des médecins de Madagascar, il est impossible d'affirmer l'efficacité du remède sous n'importe quelle forme sans publication de résultats d'études scientifiques officielles. Madagascar a enregistré 16 493 cas de Covid-19 et 232 décès pour 25 millions d'habitants. Sophie Petronet et Soumaïla Cissé, les deux otages dont la libération est dans la balance selon ses sources, sont la dernière otage française détenue à travers le monde pour l'une et une figure politique d'envergure nationale au Mali pour l'autre. Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronet, plus d'une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien, a déclaré un des responsables de la médiation sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire. Un responsable des services de sécurité maliens a confirmé ces informations. Les prisonniers ont été relâchés dans le secteur de Niono au centre et dans la région de Tessalit au nord, vers où ils ont été acheminés par avion, a-t-il précisé. Un élu de Tessalit a confirmé anonymement à l'AFP l'arrivée dimanche par avion de très nombreux prisonniers djihadistes et leur libération. Sophie Petronet, humanitaire française, a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali. La dernière vidéo où elle apparaissait avait été reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, le visage émacié et en appelait au président français Emmanuel Macron. Soumaïla Cissé, lui, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou au nord-ouest. À défaut de preuves formelles, les soupçons pèsent sur le groupe djihadiste d'Amadou Koufa, actif dans le centre du Mali et affilié à Al-Qaïda. Devant 2000 personnes réunies au Palais de la Culture d'Abidjan ce dimanche, Konan Bertin a déclaré avoir pris ses responsabilités en décidant de présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Cet ancien député de 51 ans et un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, la principale formation d'opposition, qu'il a sanctionné vendredi dernier en l'excluant temporairement. Surnommé Kakabe, il se veut le candidat de jeunes et s'est opposé à la désignation comme candidat du PDCI de l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié, 86 ans. Déjà en 2015, il s'était présenté au scrutin présidentiel contre l'avis de son parti qui avait choisi de ne pas présenter de candidat et avait soutenu Alassane Ouattara, réélu. Kakabe n'avait obtenu que 3,88% des voix. Ancien président de la jeunesse du PDCI, actuellement conseiller municipal de Port-Boué, une des communes d'Abidjan, Kakabe a plaidé pour davantage de justice sociale en Côte d'Ivoire. Pour les jeunes qu'il espère séduire, il a promis un prêt sans intérêt garanti par l'État pour financer les études. Commentant la présidentielle à venir, Kwadjo Konan Bertin a fustigé un pauvre remake de 2010 avec le même casting et le même scénario.
Les attaques de ces derniers jours en RDC attribuées à des milices ont fait plusieurs morts, principalement des civils. 11 personnes ont été tuées dans la journée de dimanche, lundi, dans 4 entités différentes, selon l'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques perpétrées par la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une secte politico-militaire qui prétend défendre des Landou, l'une des communautés de l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, entre 6 et 8 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée au groupe armé des Forces démocratiques alliées ADF, d'après des sources locales. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés dans cette partie de la RDC depuis les années 90. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par les djihadistes de l'État islamique sans preuve formelle d'affiliation. Les avocats reprochent au procureur général d'avoir déposé plusieurs plaintes contre leur client lorsqu'il était avocat avant de prendre son poste actuel en octobre 2019. En tant que simple citoyen, il avait accusé les prévenus dont Omar El-Béchir. Et maintenant, il intervient en tant que procureur général et veut lire l'acte d'accusation, c'est injuste, a lancé l'un des avocats de l'ancien président avant de quitter la salle. Mais le président du tribunal n'a pas pris en considération ses propos et a immédiatement demandé au procureur de lire l'acte d'accusation. Selon ce dernier, les prévenus civils sont poursuivis pour destruction de système constitutionnel et pour actes criminels menés en groupe. Les militaires, quant à eux, comparaissent pour usage de la force. Le 30 juin 1989, au petit matin, la radio annonçait le coup d'État au Soudan. L'armée fermait l'aéroport, procédait à l'arrestation des principaux dirigeants politiques et suspendait les institutions, notamment le Parlement. Le colonel Béchir, devenu ensuite général, est resté au pouvoir pendant 30 ans. Son procès, dont la prochaine audience est prévue le 20 octobre prochain, intervient alors que le gouvernement de transition au Soudan a lancé une série de réformes institutionnelles et économiques. Le pays s'est également engagé à livrer Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour qui a lieu de 2003 à 2004 et qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. La plateforme nationale est un grand syndicat ivoirien regroupant une cinquantaine d'organisations des secteurs publics et privés. Elle demande un report de l'élection présidentielle du 31 octobre. La fêtière parle de risques élevés des violences post-électorales. Nous sommes favorables pour un report de ces présidentielles. La plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place l'organisation d'assises nationale pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée, a déclaré son président Théodore Nyanya Zadi lors d'une conférence de presse. Si l'organisation d'une telle rencontre dont l'objectif est de sauver des vies commande un report des élections, alors il ne faut guère s'attacher au fétichisme des dates, a poursuivi Zadi, dont la plateforme fut à l'origine d'une longue grève des fonctionnaires qui avait paralysé pendant de longues semaines l'administration publique du pays en 2017. Une quinzaine de personnes sont mortes en août dans des violences survenues dans le sillage de l'annonce de la candidature controversée du président Ouattara à un troisième mandat. Au terme d'un long et tortueux procès débuté en janvier 2014, le magistrat a jugé Mohamed Ahmed Abdi et Assam Hussein Mustafa coupables d'avoir conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient péri dans cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux maliens Chebab affiliés à Al-Qaïda. Le troisième accusé, incarcéré depuis 7 ans, a été acquitté au bénéfice du doute et immédiatement autorisé à quitter le boss. Un 4e accusé avait été acquitté début 2019, faute de preuves. Le magistrat prononcera les peines contre les 2 coupables le 22 octobre prochain. Les 2 coupables étaient en communication constante avec les assaillants, comme l'a prouvé l'accusation, a estimé le juge. Le samedi 21 septembre 2013, à la mi-journée,
journée, un commando de 4 hommes avait fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sans discernement sur les commerçants et les clients de ce luxueux centre commercial de la capitale kenyane avant de s'y retrancher. Avait alors débuté un siège de 4 jours retransmis en direct à la télévision. L'attaque avait été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Le Comité national pour le salut du peuple, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué dans un communiqué ce mercredi voir libérer 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Selon ce communiqué publié sur les comptes Facebook et Twitter du CNSP, il s'agit entre autres de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Tembine et des hauts gradés de l'armée. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice pour toutes fins utiles, ajoute le texte, notant les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle depuis la mise en place d'organes chargés de mener la transition vers un pouvoir civil. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait levé mardi les sanctions imposées au Mali au lendemain du coup d'État. Les dirigeants ouest-africains avaient salué la nomination d'un président de transition, Ba Ndao, un colonel à la retraite, et celle d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Mokta Ouane, comme Premier ministre. Il s'était également félicité du renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte. Selon la charte élaborée par les militaires, le colonel Goïta, investi vice-président transitoire, ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier. Pour satisfaire les dirigeants des pays voisins, les militaires maliens doivent encore prendre une mesure de taille, la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple lui-même. Remporter un prix prestigieux au nom de 52 pays africains est une chose extraordinaire. C'est une reconnaissance du travail que je fais par une institution internationale qui suivait ce que je faisais sans que moi-même je ne sois au courant. Un travail ignoré par beaucoup de gens, mené dans des conditions difficiles, dans des coins reculés de la Mauritanie. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat et j'ai été empoisonné. Des campagnes de diffamation quotidiennes sont menées contre moi et les gens me fuient. Ces campagnes alimentent des discussions de salon de façon exécrable parce que j'ai osé parler à un moment où les femmes n'ont pas droit à la parole.